Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Tu es content de votre victoire? Content, non. Sincèrement. Comment ça, tu es un supporter du Real? Oui, je suis satisfait de la victoire, mais je ne suis pas content parce que la manière n'y était pas. Très franchement, avec le match, le fantastique match qu'on a mené, qu'on l'avait fait à l'aller, on ne s'attendait pas à être autant mis en difficulté sur notre propre terrain. En fait, c'est ça un peu qui nous a... En fait, c'est ce qui m'a un peu rendu en colère, mais c'était un peu prévisible dans la mesure où quand vous avez un joueur comme Karim Benzema qui vous colle 3 buts au cours d'un match, vous mettez en place un système défensif pour pouvoir essayer pour pouvoir le museler. Donc, c'est ce qui s'est passé durant la première mi-temps. Et là où vraiment je salue le coaching d'Ancelotti, c'est qu'il a été lucide à un moment. Il s'est rendu compte que l'équipe prenait de l'eau et que donc il fallait absolument, peut-être pas avoir la victoire, mais absolument avoir la qualification en essayant de marquer le plus rapidement possible. Et donc il a fait les bons changements. Il a sorti Kroos, il a rentré Rodrigo et Camavinga et l'autre là. Et puis, il faut savoir aussi que Militao étant blessé, c'est Carvajal qui est monté dans l'axe. Donc, c'est lui qui a joué le rôle de défenseur, enfin de défenseur dans l'axe. Donc ça, évidemment, c'est pas son rôle premier, mais il s'est débrouillé avec malheureusement les résultats qu'on a vus. On a encaissé 3 buts. C'est pour ça que je dis que je suis satisfait du résultat, mais je ne suis pas content. Je suis satisfait qu'on passe. Bon, on est passé au forceps parce que quand même, on prouve qu'on a un mental de vainqueur, ouais. Mais on n'a pas une grande équipe qui soit capable de remporter cette Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'on ne va pas la remporter. Ouais, mais je veux dire que si on ne la remporte Chelsea pas... est parti, le Bayern est parti, il ne reste pas grand monde. Oui, en fait, le Bayern a péché par arrogance. Je ne sais pas si tu te rappelles, si les auditeurs ont suivi. Moi, j'avais trouvé ça totalement ahurissant. Le point de presse que le coach du Bayern a donné avant le match. Il a dit clairement que si le Villarreal n'a mené que d'un but à l'aller chez eux, c'est pas de sa faute. Ils ont eu des occasions pour tuer le match, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, à Munich, ils auront leur dose. C'est hein. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est-à-dire qu'à Munich, ils vont régler le problème, ils vont faire une avalanche de buts, ils ne vont pas se comporter comme son équipe ne va pas se comporter comme celle de Villarreal à l'aller. Et on a vu au final, ils ont fait nul. Donc les buts, l'avalanche de buts qu'on attendait n'est pas arrivée. Tu vois, donc je pense qu'ils ont vraiment péché par arrogance. Ils pensaient que Villarreal ne pouvait pas, en tout cas ne pouvait pas éliminer le grand Bayern de Munich. Et en football, le football n'est pas une science exacte. Et on a pu s'en rendre compte là encore. D'accord, ok. Ce matin, on va dans quel pays? Alors, ce matin, on va à Genève, au Conseil des droits de l'homme. C'est une instance de l'ONU qui a pris une décision totalement inédite depuis sa création. En fait, depuis sa création, sur le format actuel, c'est en 2006, même si le nom est resté. Mais si tu veux, en quelque sorte, les missions, le fonctionnement avait été quelque peu revu. Et donc, jeudi dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire, de la suspension, enfin, des fois on parle de suspension, d'exclusion, mais je préfère parler de suspension, la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Il faut savoir que 93 pays ont voté cette suspension-là contre 24 pays et 58 abstentions. Alors, c'est tout à fait inédit. Pourquoi? Parce que depuis la création de cet organisme, seule la Libye avait été suspendue, mais ça avait été à sa propre demande. C'était la Libye sous Muammar Kadhafi, lorsqu'il y avait eu les événements, le soulèvement qui avait ensuite été entraîné l'intervention de l'OTAN à l'époque
d'une certaine population contre le régime de Muammar Kadhafi, eh bien, celui-ci avait tout simplement demandé que l'on suspende son pays temporairement du Conseil des droits de l'homme. C'est la seule fois où on a vu un pays soit suspendu, soit exclu du Conseil des droits de l'homme. Or là, l'Assemblée générale avait été convoquée à la demande de l'Ukraine et le gouvernement ukrainien, par la voix de Volodymyr Zelensky, avait demandé, à la suite des événements de Boutcha, Boutcha, c'est cette ville-là située non loin de la région du Donbass, dans laquelle les troupes ukrainiennes ont reconquis la zone après le départ des Russes et accusent la Russie d'avoir commis des exactions, donc des exécutions sommaires, avoir tué des civils innocents et tout ça. Et donc, il y a tout un branle-bas de combat. La Russie, bien entendu, rejette ces accusations. L'Ukraine, avec les Occidentaux, accuse la Russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et donc là, on en est maintenant à savoir s'il y a une commission d'enquête, quel type de commission d'enquête. Est-ce que c'est une commission d'enquête indépendante, c'est-à-dire ni commis par les Occidentaux ni par les Russes. Les Occidentaux n'en veulent pas, eux ils veulent leur propre commission d'enquête. Et les Russes disent que si c'est une commission d'enquête qui est chapeautée par les Occidentaux, évidemment elle n'est pas crédible. On en est là et c'est donc dans la suite de ces événements de Boutcha là que l'Ukraine avait saisi le Conseil des droits de l'homme et demandé tout simplement l'exclusion de la Russie. Et c'est ce qu'on a observé, c'est-à-dire que le Conseil des droits de l'homme a décidé d'exclure un État membre, en l'occurrence la Russie. Alors, ça a l'air pour nous qui sommes de loin, ça a l'air quand même quelque chose de tout à fait banal, dans la mesure où les résolutions qui sont prises dans la Commission des droits de l'homme n'ont pas une valeur contraignante. Et quel est le rôle de la Commission des droits de l'homme ? Elle a beaucoup plus un rôle symbolique. C'est-à-dire que la Commission des droits de l'homme vise à faire de la sensibilisation auprès des États sur les questions des droits de l'homme. La sensibilisation pour amener les États, les uns en regardant ce que les autres font, pour essayer d'abord amener les États à dire la vérité sur la situation des droits de l'homme dans leur territoire et surtout à la suite de grâce à cette transparence-là et en prônant des espèces de comportements vertueux, on devait amener les pays petit à petit vers le haut, c'est-à-dire à respecter un peu plus les droits de l'homme. C'est ça le rôle de la Commission des droits de l'homme. Ce n'est pas de juger ou de punir sur la situation des droits de l'homme, c'est de dire que chaque État, voici la situation des droits de l'homme chez vous et voici ce que vous devriez faire pour pouvoir l'améliorer. Or, en l'occurrence, et c'est la raison pour laquelle on l'avait réformé en 2006, c'est que certains États estimaient que cette Commission des droits de l'homme était un peu trop politisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'avait orienté vers de la sensibilisation, vers de la promotion des droits de l'homme, pour essayer d'en faire un organe qui était a priori apolitique. Or là, qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'on constate qu'un événement politique, parce que la guerre c'est d'abord un événement politique, avec toutes ses conséquences sociales et autres, un événement politique a été déjà la raison pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'exclusion d'un pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est que sur les 58 pays qui se sont abstenus et les 24 qui ont voté contre, on a toute une panel de pays et pas des moindres. On a la Chine qui en général s'abstient de se mettre d'un côté ou de l'autre à voter contre. C'est-à-dire que la Chine a dit que c'était un dangereux précédent de dire que vous allez exclure la Russie aujourd'hui du Conseil des droits de l'homme, alors que ce n'est pas ce rôle-là. Le rôle justement du Conseil des droits de l'homme, c'est d'amener justement la Russie à faire respecter des principes universels en matière de droits humains. Or, si vous l'excluez, c'est-à-dire que vous lui laissez donc la possibilité de ne plus être aussi vertueux que vous. Donc, vous voulez l'inciter à aller vers le bas. Donc, ce n'est pas quelque chose de constructif. Vous avez même des pays comme l'Inde qui se sont abstenus. Vous avez le Brésil qui s'est abstenu. Donc, ce ne sont pas des petits pays. Donc, contrairement à ce que l'on veut véhiculer, c'est-à-dire quand on va vous dire que 93 pays ont voté contre
ont voté en faveur de l'exclusion de la Russie, lorsque vous regardez la liste des pays, vous vous rendez compte que la plupart du temps, ce sont les pays occidentaux ou bien leurs alliés, soit historiques, soit parce que ce sont des anciennes colonies, soit parce que ce sont des pays avec lesquels ils ont des... Mais quand vous regardez, ce ne sont pas des pays... C'est-à-dire les principaux pays, quand on regarde les 5 membres du Conseil de sécurité, on regarde les BRICS, on regarde ces grands ensembles des pays d'Asie et autres, et on se rend compte que, des pays comme l'Iran, qui sont les alliés traditionnels évidemment de la Russie, ont voté contre, le Kazakhstan, la Biélorussie ont voté contre, mais vous avez la Chine qui a voté contre, vous avez le Brésil et l'Inde qui se sont abstenus. Donc, lorsque l'on regarde, on se rend compte que la volonté, en fait, qu'est-ce que les Occidentaux veulent faire? Ils veulent essayer d'isoler un peu plus la Russie sur le plan international. Et surtout qu'il n'y a pas cette exclusion de la Russie, et c'est ce que le Brésil a déploré. C'est-à-dire que vous allez, et le Brésil et la Chine en l'occurrence ont déploré, c'est-à-dire que vous allez décider d'exclure un pays du Conseil des droits de l'homme alors que vous vous basez sur des accusations qui ne relèvent d'aucune enquête. Il y a seulement des faits, mais ce sont des présomptions. Il n'y a pas encore eu une enquête pour dire si véritablement la Russie est l'auteur de ces crimes-là et peut être accusée d'être responsable des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Le fait qu'on dise qu'un dirigeant ou un pays a commis des crimes de guerre, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ça suit un processus. Ce processus passe par la réalisation d'une enquête. Or là, on n'a même pas encore commencé des enquêtes. Et même là, quelles enquêtes a-t-on commencé? Parce que l'Ukraine, avec la France et un certain nombre de pays occidentaux, ont déjà envoyé des enquêteurs sur place et donc ils font leur propre enquête. Or, la Russie n'a pas aussi envoyé des éléments qui puissent évidemment s'assurer que les moyens ou la manière dont l'enquête est procédée du côté des Occidentaux est juste et équitable, c'est-à-dire qu'elle est indépendante. Or là, on n'a pas toutes ces raisons-là et forcément, lorsque les Occidentaux vont donner ces résultats, ils vont accuser la Russie d'être responsable des crimes de guerre et autres. Et la Russie, bien entendu, dans son bon droit, va réfuter ces accusations. Et une fois de plus, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, tout va être bloqué et on sera encore dans l'impasse. Or là, vous voyez que ce qui se passe là, c'est un glissement dangereux, c'est-à-dire que les Occidentaux veulent absolument isoler la Russie au point où ils sont prêts même à démanteler même le système onusien. Parce que ce qui va se passer là, c'est que lorsque l'on regarde, vous dites que, si tu veux, le discours des pays abstentionnistes et ceux qui sont opposés disent que c'est bien beau quand vous dites que la Russie ne respecte pas les droits de l'homme, mais finalement dans le monde, quel est le pays qui est vertueux? Lorsque l'on regarde les États-Unis, on se rappelle de l'affaire George Floyd, on se rappelle de la violence policière et de tout ce qui s'est passé au cours des seules quelques années qui viennent de passer là sous la présidence Trump. Eh bien, en matière de droits de l'homme, je ne pense pas que les États-Unis aient des leçons à donner. De même que si vous prenez les autres pays occidentaux, vous prenez la France, vous prenez l'Italie, etc., il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'inégalité sociale, parce que ça aussi, c'est le droit, l'inégalité sociale, accès au logement, accès à la santé, accès à l'emploi, etc. Donc tout ça, ces droits-là sont peu ou pas du tout respectés. Donc il n'y a pas de pays vertueux à travers le monde et le fait d'exclure un pays du Conseil des droits de l'homme ne va pas arranger les choses en la matière. Au contraire, cela ne va faire qu'empirer puisque ça crée un dangereux précédent au sein de l'organisation. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que les pays qui ont des problèmes politiques avec les Occidentaux peuvent être exclus du système des Nations Unies. C'est ça aussi que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas que le Conseil des droits de l'homme qui est frappé. On a vu aussi que, par exemple, il y a une espèce de philosophie il y a une espèce de parti qui veut s'installer. C'est-à-dire que l'organisme de télécommunication internationale à Genève a essayé de bloquer l'accès des diplomates russes à des élections des différents membres des bureaux. On a aussi vu que d'autres organisations ont également essayé, notamment la Commission économique européenne. C'est un pays qui regroupe un ensemble d'experts sur les questions européennes. Et dans cette Commission économique européenne,
il y a justement la Russie. Et on a vu aussi les Occidentaux, parce que cette commission est aussi basée à Genève, on a vu aussi les Occidentaux empêcher la Russie de participer aux travaux de cette commission. Donc ce sont des commissions apolitiques qui traitent des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec la crise en Ukraine, mais on voit que les Occidentaux veulent déjà étendre cette influence-là sur ces organismes-là, d'autant plus qu'ils ne sont pas parvenus, pour le moment aujourd'hui, à faire tomber le régime de Vladimir Poutine d'une manière ou d'une autre. Ils avaient deux options. La première option qu'ils ont toujours brandie, c'est les sanctions économiques. La Russie subit aujourd'hui les plus graves sanctions économiques qu'aucun pays n'a jamais subies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Même l'Iran, même Cuba ne subissent pas les mêmes pressions économiques qu'à la Russie aujourd'hui. Malheureusement pour les Occidentaux, on est déjà à 7 semaines de conflit. La Russie continue à avancer sur le terrain en dépit de ces sanctions. Donc ça ne marche pas. On avait dit que la population russe, on devait voir, si tu veux, l'économie russe s'effondrer. On n'a pas vu l'économie russe s'effondrer. On a dit que on va essayer de faire tomber la monnaie russe. Elle n'est pas tombée, puisque depuis que la Russie a imposé le fait qu'on puisse payer son pétrole et son gaz en rouble, il a amorti, si tu veux, il a limité la casse. Et donc, le rouble est même en train de remonter. Et les pays, en dehors des pays occidentaux, la Russie n'est absolument pas isolée sur la scène internationale. L'Inde et la Chine n'ont pas voté de sanctions contre la Russie et même ont signé de nouveaux contrats avec la Russie. La Chine pour l'approvisionnement en gaz et en pétrole, l'Inde pour l'approvisionnement en pétrole et en armes, parce que le principal fournisseur d'armes de l'Inde, c'est la Russie. Donc, on a aussi, à travers le monde, plein d'autres pays qui ne sont pas alignés sur les sanctions économiques occidentales. Donc, les seuls pays au monde qui aujourd'hui appliquent des sanctions, ce sont les pays occidentaux. Donc, on voit bien que la stratégie des sanctions économiques ne marchant pas, les Occidentaux font le tout pour le tout, hein. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant même dans les sphères qui sont totalement apolitiques, ils veulent absolument isoler la Russie, quitte à dangereusement mettre en mal toute l'organisation du système onusien qui avait eu du mal à être mise en place. Il faut savoir que le système des Nations Unies aujourd'hui, il a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce système des Nations Unies est en train d'être démantelé, saboté par les Occidentaux pour la simple et bonne raison qu'ils veulent absolument faire tomber la Russie. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur notre fréquence, on va repartir en musique et puis se retrouver lorsqu'il sera exactement 8h. Urban FM 104.5.